Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Voici exactement 50 ans, Mike Brandt nous quittait à la stupéfaction générale. Depuis, son étoile ne s'est jamais éteinte. Sa voix et ses chansons touchent encore et toujours les générations d'aujourd'hui. Vous êtes sa nièce et vous vous êtes donné pour mission de continuer à faire briller la flamme dans les yeux de ses fans. Bonjour Yona Brandt. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors, vous êtes effectivement la nièce de Mike Brandt, c'est-à-dire la fille de son frère. De son frère cadet. Exactement. Et donc, votre mission aujourd'hui, c'est de faire briller cette étoile, car vous vous occupez de Mike Brandt, de son image, de sa postérité. Écoutez, je suis née un peu grâce à lui, puisque c'est une rencontre entre mon père et ma mère ayant bien connu Mike, le jour de ses funérailles. Donc, je pense que j'ai été portée effectivement par son souvenir depuis sa disparition. Je suis née 1 an après sa disparition. Et oui, je suis en fonction des demandes, de l'amour que les gens ont encore pour lui et de ce que je ressens. Voilà. Alors, on va évoquer Mike Brandt selon les principes des clés d'une vie, c'est-à-dire à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 18 septembre 1963. C'est le nouvel an de l'année juive 5724 et Mike se produit à l'hôtel Zion à Haïfa. Et c'est un tournant. Exactement. Sa première scène. Il est tout jeune. Il chantait déjà avant, bien sûr, puisqu'il a commencé très tôt, à l'âge de 6 ans. Mais là, c'est sa première scène. Et je crois qu'il a un orchestre qui s'appelait les Chocolats et qui s'appelle les Sky Masters. Exactement. Et ce soir-là, Mike a une extinction de voix. Il est stressé et dès qu'il arrive sur scène, ça explose. La voix est là et c'est un très beau souvenir pour lui. À partir de là, il a fait de plus en plus de scènes dans les hôtels de la ville et encore plus loin jusqu'à chez nous. Il faut savoir qu'il est entré dans cet orchestre parce que son frère Zvi, qui était accordéoniste, lui avait laissé la place. Oui, mon père trouvait que l'accordéon se mariait mal avec le pianiste. Il a demandé à Mike de venir, d'intégrer la voix au groupe, et ça a matché. Et The Sky Masters a continué la route. Voilà, il s'appelle encore Moshe Brandt. Oui, parfois, alors à 16-17 ans, il commence à se faire appeler Mike. Oui, mais comme ça, c'est venu... Parce que ça américanise un petit peu son nom. Voilà. Il se trouve que ce soir-là, il a un costume, je crois, qui a été prêté par l'épicier. Oui, exactement. Le groupe n'avait pas trop de quoi s'offrir un beau costume et ça a été prêté par l'épicier. Alors, ses premiers concerts, je crois, c'est dans les synagogues. Oui, c'est exactement. À la synagogue et à la chorale de son école en tant que soliste. Oui. Et il avait tout de suite la voix, comment ça se passait? Qu'est-ce qu'il chantait? Ah oui, c'est un don de naissance. Je crois qu'il a chanté avant de savoir parler. Il a parlé tardivement. Oui. Et dès qu'il a commencé à parler, il a chanté très très vite. Et on va dire qu'il a commencé à intégrer les groupes à l'école ou à la synagogue vers 6 ans. Voilà. Et naturellement, la voix était là. Et la voix, elle est restée, il ne la travaillait pas, elle était naturelle. Alors, il la travaillait, mais en autodidacte. Alors, il y avait des cours à la synagogue, mais il ne voulait pas, il disait, j'ai pas envie que ma voix devienne trop lyrique, j'ai pas envie de devenir un chanteur d'opéra, un cantateur, pardon, je ne sais plus, pardon le mot. Et donc, par contre, en autodidacte, il passait des heures avec son petit magnétophone à enregistrer sa voix pour la perfectionner. Alors, il se trouve ensuite qu'il y a un cabaret qui s'appelle le Rondeau, où il va se produire, Mike Brandt. Exactement. Le Rondeau, c'était une salle attenante à un hôtel assez prestigieux à Haïfa, où se retrouvaient les starlettes et les stars du métier, le monde de la mode, divers artistes. Et il a été engagé là-bas avec son groupe pour chanter plusieurs fois par semaine pendant 2-3 ans. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, il ne parlait pas jusqu'à 3 ans. Il a parlé tardivement. Alors, il y a une légende qui pousse un petit peu les murs en disant qu'il avait 5, 6 et quelques. Non, c'était quand même plus tôt que ça. Mais par rapport aux autres enfants et à une certaine norme, entre guillemets, il a parlé beaucoup plus tardivement. Et je crois que c'est à cause d'un marchand de glace qu'il a commencé à parler, Mike Brandt. Oui, exactement. À l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur. On livrait ce qu'on appelle des pains de glace pour conserver les aliments. Et sa maman attendait ce pain de glace. Mike s'est mis à la fenêtre et en le voyant arriver, il a dit en hébreu, glida, Kerach, donc glace, maman glace. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi ne parlait-il pas? Parce que je crois que les médecins s'interrogeaient, ne trouvaient pas de solution. Effectivement. Alors, les médecins ne trouvaient pas de solution, n'étaient cependant pas si inquiets que ça, parce qu'ils ont dit à ma grand-mère, donc à la maman de Mike, ne vous inquiétez pas, Madame Brandt, quand votre fils parlera, il ne s'arrêtera plus de parler. Donc, ne vous inquiétez pas. Et c'est vous qui reviendrez nous voir pour nous dire... Mais par contre, c'est vrai que ma grand-mère était très inquiète de ça. Et elle a mis ça sur le compte des séquelles de l'Holocauste. Voilà.
Ouais, parce que effectivement, il faut savoir que ses parents, Bronia et Fischel, se sont connus juste à la fin de la guerre. Exactement. Chacun avait perdu leur famille respective pendant la Shoah et ils se sont rencontrés dans des circonstances de rescapés. Et mon grand-père était beaucoup plus âgé que ma grand-mère. Il avait perdu sa première famille. Ma grand-mère avait perdu tout le monde. Et ils se sont trouvés dans cette horreur et ils ont reconstruit une nouvelle vie. Et pour construire cette nouvelle vie, ils sont partis de Marseille, je crois, Oui. en bateau. Et ça évoque justement un film et une exode. Ils sont partis en croyant aux moissons du vieux pays de leur chanson. Chanson magnifique d'Edith Piaf, Exodus, tirée du film d'Otto Preminger, qui évoque les événements associés à l'État d'Israël. Car ce qu'ils ont vécu, les parents de Mike Brandt, c'est Exodus. Exactement, ce sont les mêmes conditions. Bon, la fin est un petit peu plus heureuse, mais malgré tout, le bateau a été détourné à Chypre sous mandat britannique à l'époque, et donc ils n'ont pas pu rejoindre tout de suite la Palestine, qui est devenue un État israélien par la suite. Donc Mike est né dans les camps de réfugiés. Oui, c'est ce que vous alliez dire, oui. Jacques. Il est né dans un camp de réfugiés. Exactement. Il est resté plusieurs mois à grandir dans ce camp de réfugiés. Exactement. Ma grand-mère a découvert qu'elle était enceinte de Mike, de Moïse, sur le bateau, dans des conditions assez périlleuses. Et en arrivant, ils ont été stoppés, ils sont arrivés dans ces camps d'internement, je dirais, de nouveau des conditions assez compliquées. On parle de camps de réfugiés, moi je dirais vraiment des camps d'internement. Et Mike est né là, un beau bébé de 4,5 kg. Et voilà, tout de suite, il a illuminé cette nouvelle vie. Enfin, il n'a pas illuminé ses professeurs à l'école, car je crois que c'était plutôt un chahuteur qu'autre chose. Il y a un petit comique, le petit clown de la classe, des copains. Mais je crois qu'il avait... il était très autodidacte, Mike, parce que par la suite, il adorait lire, il adorait apprendre, il dessinait très bien, il peignait très bien. Jean Renard me raconte souvent qu'il s'intéressait à beaucoup de choses pour se cultiver, mais c'est un autodidacte, comme la guitare d'ailleurs. Exactement, il l'a appris tout seul. Mais son père, quand même, lui a dit un jour, tu seras clochard, tu finiras dans la rue. Et il a répondu, papa, ne t'inquiète pas pour moi, je serai vedette, je serai star ou clochard. Je crois qu'il a été renvoyé de l'école pour indiscipline, non ? Oui, on a appelé mon grand-père, on lui a dit venez chercher votre clown. Et, en fait, il faisait des imitations à l'époque. Et moi, je me souviens d'une émission de télévision de Philippe Bouvard samedi soir où il a fait une extraordinaire imitation de Louis Armstrong. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est comme Mike, il n'était pas scolaire, mais n'était pas pour autant moins brillant ou doué pour plein de choses. Et puis alors les imitations, il adorait ça. Il imitait les bruits d'animaux, d'oiseaux, les gens, Armstrong, Jerry Lewis. Voilà. Alors, en faisant ses études, il va faire de l'apprentissage. Je crois qu'il va apprendre à réparer des réfrigérateurs. Oui, c'est ça. Il y a plein de petits jobs, comme on dit. Il vend même, ce qu'on ne sait pas forcément, on appelle ça des sabras, des figues de Barbarie, les fruits des cactus. Il essaie plein de trucs. Il va aussi prendre il va prendre des cours de théâtre. Et il joue des pièces, rôle d'Antigone ou autre. Il fait plein de choses. Oui, il va être guide dans un musée, je crois. Musée océanographique de la ville de Haïfa, effectivement. Et sa seule distraction, c'est d'écouter la radio, Mike Brandt. Et un jour, il entend cette chanson. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. Les Platters, qui est un groupe, un des premiers groupes afro-américains, qui a eu 40 chansons au hit parade, et ces chansons ont été reprises, celles-là, par Freddie Mercury et Elvis Presley. Et ça, c'est le déclic pour Mike Brandt. Oui, et notamment la chanson My Prayer. Oui. Et il reçoit ce disque de sa maman pour ses 10 ans, et là, il a le coup de foudre, et il dit, voilà, je veux devenir ça, je veux être un crooner américain. Mais quand on écoute Mike Brandt, on voit les inflexions, on entend plutôt les inflexions des Platters. Oui, effectivement, mais il est très inspiré de toutes ces figures de l'époque, toutes ces figures emblématiques, que ce soit Humperdinck, que ce soit Elvis, que ce soit même Nina Simone, enfin toutes ces limites blues américains, il adore ça. Et je crois qu'il est engagé au musical d'Israël par miracle.
Oui, par miracle. Il vient de perdre son papa à l'âge de 20 ans. Son père décède d'un infarctus. Mike reste très, très choqué de ça, très bouleversé. Comme son père était pas trop partant pour que Mike fasse ce métier-là, il jette sa guitare, il dit à sa mère c'est de ma faute, je monterai plus sur scène. D'autant plus qu'il arrive trop tard au décès de son père, puisqu'il est en tournée à ce moment-là. Ma grand-mère lui dit Mike, tu es fait pour ça, tu te trompes, ton père est fier de toi, il avait juste peur pour toi. Et boosté par sa maman, il va passer le casting. C'est le grand musical d'Israël qui fait une tournée mondiale pour représenter le pays. Avec un folklore israélien. Avec voilà, des danseurs. Il y a un duo phare dans ce spectacle. Et Mike arrive limite en retard au casting. Le casting est terminé. Et puis Jonathan Carmon, le grand chorégraphe de ce spectacle, aperçoit ce grand gars comme ça au fond, beau, magnifique, solaire. Et il se dit, bon, là, j'ai pas trouvé mon bonheur, tant pis s'il chante mal, je le brieferai, mais prenez-le-moi, montrez-le-moi. Mike rentre, et quand il ouvre la voix, effectivement, a cappella, il tombe des nues et dit, incroyable, j'ai trouvé mon... Et alors, plus que ça, c'est-à-dire qu'il était censé faire un duo, Mike, avec une chanteuse, et Jonathan Carmon lui dit, non, je vais pas te prendre je vais pas te prendre en duo. Mike déçu, je vais te prendre en solo. Et c'est comme ça que ça a débuté. C'est comme ça que ça a débuté. Une autre date importante, le 23 janvier 1970 pour Mike Brandt. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Yona Brandt. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Yona Brandt pour évoquer Mike Brandt, votre oncle, qui nous a quittés. Demain, ça fera exactement 50 ans en 75. Donc, on évoque son parcours. Et il y a une date importante, c'est le 23 janvier 1970, un gala au Midem de Cannes. Et ça a été aussi un événement. Ah, c'est le lancement. C'est le lancement de sa carrière en France. Parce que Mike, avant, il a quand même, on oublie souvent, mais il a quand même un parcours assez riche. On va en parler. Et donc, le Midem, il arrive sur scène avec un smoking et une sorte de jabot, je crois, devant les professionnels. Que le Midem, c'est à l'époque un marché du disque créé par Bernard Chevry quelques années auparavant. Il y a Joe Cocker, Nicoletta, Giglio Cinquanti ce soir-là. Et il arrive sur scène et c'est un miracle avec cette chanson. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi. Alors quand on voit les images de Yona Brandt, on voit ces gens un peu coincés dans la salle qui soudain se déchaînent. Exactement. On peut dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Standing ovation. Il commence d'ailleurs, il arrive, il est un petit peu tendu quand même. On sent que la voix est un peu fragile. Il n'était pas fragile, mais il n'est pas encore en pleine voix, en pleine possession de sa force habituelle. Il y a le track et puis il commence les premières notes et là, bam, il donne tout d'un naturel exceptionnel. Et le public, effectivement, un public de professionnels. Je dirais pas blasé, mais qui a l'habitude de voir beaucoup d'artistes et qui sont quand même des personnes importantes qui sur le marché du disque. Et ben là, ils sont sidérés. Ils sont sidérés. Et à la fin de la prestation, donc Mike fait 2 chansons à ce moment-là, Laisse-moi t'aimer et Felicita. Il ne connaît pas encore très bien son texte, mais peu importe, il chanterait n'importe quoi, que ça s'envole. Et là, standing ovation, c'est-à-dire que là, les gens sont... Ce parterre de professionnels-là est subjugué. Alors, il faut savoir que tout a commencé à Téhéran, dans un cabaret qui s'appelle le Baccarat, où il chante un soir et il y a Sylvie Vartan et Carlos. Oui. Il est repéré donc après la tournée avec la tournée folklorique avec Jonathan Carmon. Il revient en Israël. Il pense qu'il a fait son temps là-bas. Il est parti en Amérique pendant 1 an, l'Afrique du Sud. Il a fait des très grandes scènes américaines. Il adore l'Amérique, mais il se dit voilà, il était très intuitif. Je sens que c'est pas encore ma voix. Il repart en Israël. Là, il est repéré pour ce fameux Baccarat, qui est un hôtel même très très prestigieux, un carrefour assez important. D'ailleurs, le Shah d'Iran s'y rend avec son épouse. Et donc, il part à l'aventure là-bas, il suit son instinct comme d'habitude, il part pour quelques mois, et là, effectivement, un soir de représentation, Sylvie et Carlos sont là. Et Carlos, à l'époque, est le secrétaire de Sylvie, mais il chante aussi avec elle 2 minutes 35 de bonheur, oui. Donc il l'accompagne sur scène. Et là, il dit à Mike Brandt, si tu viens à Paris, viens me voir.
Oui, je crois que Sylvie lui dit, ou Carlos, Sylvie lui dit, on a besoin d'artistes comme toi en France, on Oui. en manque, alors viens nous voir et on te présentera à des personnes qui pourront peut-être t'offrir une carrière en France. Et là, ils y croient. Voilà, et Mike arrive crois. à Paris, il casse sa tirelire, il prend un billet pour Paris, et puis là, c'est le drame. Exactement. Alors, il avait quand même économisé, il gagnait quand même pas mal sa vie avant. Je reviens juste, quand il chantait au Rondo, à 16-17 ans, son ami pianiste me disait, mais on était les rois du monde parce qu'on gagnait plus qu'un médecin. Donc, il avait quand même, il a gagné très très vite sa vie, Mike. À 16-17 ans, il gagnait sa vie. Ce qui tranchait beaucoup avec l'aspect modeste de départ. Et donc, il arrive en France, effectivement, il prend quand même ses dernières économies. Et il essaye de joindre Sylvie. Il prend pas la mesure que Sylvie, c'est une grande star et qu'elle est en tournée et que personne ne répond. Évidemment, à la légère, aussi facilement. Donc, après 10 jours d'errance dans Saint-Germain-des-Prés, aussi charmant soit cet endroit, il doit repartir. Donc, il se rend à l'aéroport, il sort sa dernière pièce. C'est effectivement vrai. Un dernier appel, ça ne répond pas. Un appel à Carlos et ça décroche. Car Carlos rentre avec ses valises de tournée à ce moment-là. Oui. Et il va lui dire, mais ne prends pas l'avion, viens chez moi. Voilà, les chemins... C'est le destin. C'est le destin, voilà. Et donc, Carlos va s'occuper de lui. Les étoiles s'alignent, pardon. Ouais. Et Carlos va s'occuper de lui, va va l'emmener au Bistingo qu'il a dit tout le temps. Déjà, il lui dit, viens mon pote, viens à la maison, je vais t'héberger. Oui. Donc, extraordinaire avec le tempérament de Carlos. Donc, Carlos héberge Mike plusieurs jours. Puis à un moment donné, il se dit, qu'est-ce que je vais faire de ce grand gars qui chante tout le temps chez moi? Et il appelle Jean Renard. Qui est un compositeur qui a chanté d'ailleurs sous le pseudonyme de Big Twist, on ne le sait pas assez à ses débuts, et il a composé Le Premier Bonheur du Jour pour Françoise Hardy et Par amour, par pitié pour Sylvie Vartan. Oui. Et donc là, je crois qu'il a une musique qu'il a fait entendre à Carlos. Oui, il avait gardé dans ses tiroirs une chanson qu'il pensait offrir à Dick Rivers avec un tempo très adapté. Et puis quand effectivement il rencontre Mike, pareil, il lui fait essayer quelques notes. Il lui dit, tu chantes quoi Il dit, je chante ce que tu veux. Bon, fais-moi quelque chose là. Et donc Mike sort la voix, les premières notes, Summertime, et là Jean, il se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire chanter? Il ressort de ses tiroirs ce titre-là. Laisse-moi t'aimer. Voilà. Mais alors le problème, c'est que Mike ne parle pas français. Et il parle pas français, alors il parle un petit peu, il baragouine plusieurs langues puisqu'il a chanté. Il chantait quand même des titres français. Ouais. En tournée, il adorait chanter Charles Aznavour, Christophe, même j'ai entendu l'autre jour qu'il chantait du France Gall. Mais c'est vrai qu'il parle pas assez français pour comprendre un texte intégral. Et là, il a une idée. Il se dit, je vais écrire en phonétique mes chansons. Voilà. Donc on lui traduit quand même, contrairement à la légende où on pense qu'il savait pas du tout ce qu'il chantait. Il savait très bien ce qu'il chantait. Mais effectivement, pour interpréter ces mots-là, il travaille des heures et des heures. Il y a plus de 300 séances d'enregistrement en studio pour arriver au résultat qu'on connaît. Voilà. Et la chanson est repérée à l'époque par Monique Lemarcy, qui est directrice artistique de RTL. Il va passer sur les ondes de RTL. Et moi, je crois avoir fait la première préparation d'interview de Mike pour Philippe Bouvard dans RTL Non-Stop. Et c'est vrai qu'on avait du mal à comprendre ce qu'il disait. Oui, non, mais c'est évident parce que si moi je me rends au Japon maintenant, je suis pas sûre d'arriver à baragouiner ne serait-ce que le bonjour en japonais. Donc effectivement, c'était pas facile, c'est une langue pas facile. Pour en tout cas les Israéliens, de la même manière que l'hébreu est difficile pour nous. Mais il a trouvé des astuces, il s'est débrouillé, et puis après 1 an et demi, il arrivait quand même à parler beaucoup mieux. La seule chose qui était la chose qui était la plus compliquée pour lui, c'était les subtilités de la langue française, l'ironie qu'il peut y avoir dans les mots, les doubles, triples, quadruples sens à travers les mots. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais grâce à lui, Carlos a gagné une caisse de Bordeaux. Joe Dassin lui avait dit, ton Mike Brown, ça marchera jamais. Et Carlos dit, je te parie que ça marchera. Et ça lui a coûté une grosse caisse de Bordeaux Grand Cru. Vous me l'apprenez. Alors, il se trouve ensuite qu'il y a un grand prix international de la chanson, et il va gagner ce grand prix avec cette chanson. Mais dans la lumière, des yeux crient bien plus fort, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais dans la lumière,
Il y a l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas et il bat tout le monde. Exactement. Et là, portée internationale. Ouais. Enfin, en tout cas, à travers l'Europe. Alors, ce qui est fascinant avec Mike Brandt, c'est que tout le monde reconnaît, c'est son magnétisme, Iona Brandt. Oui. Oui, c'est vrai, on me le dit souvent, on le voit. Alors, oui et non, parce que quand je montre des photos de Mike à mon père, donc pour des choix d'albums ou autres, je lui dis, écoute, regarde papa, elle est magnifique cette photo, il est beau sur cette photo, qu'en penses-tu? Il me fait non, non. Et je lui dis, comment ça, non, non? Il me dit, non, Mike était beaucoup, beaucoup plus beau en vrai. Voilà. Mais en même temps, il était très surpris de ce succès. Comment est-ce que votre père vous a raconté comment il a vécu ça au départ? Il l'a vécu, alors il était très heureux. Très heureux, c'était un peu, vous savez, il avait 20 ans, 21 ans. Il a écrit à un de ses amis sur une pochette d'album, tu vois, je sors du Midem, c'est un grand succès ici, c'est un rêve qui devient réalité. Et voilà, pour lui, il était comme un fou, il était fou de joie. Il n'avait pas conscience encore de toutes les... Tout ce système du show business. Il pensait pas show business, en fait. Il pensait chanter, donner, aimer, partager. C'est ça qu'il avait en tête. Et là, comme c'était le cas, il était heureux. Et en même temps, moi, je me souviens de lui, il était très timide. Oui, il était très timide, il est très, très pudique. C'est quelqu'un de secret, qui parlait pas tellement, qui gardait tout pour lui. Un petit signe du Verseau, sans rentrer dans... Et c'est vrai. Il était surtout pas sûr de lui, il se trouvait pas beau, il se trouvait trop grand, trop maigre, tout ça. Mais bon, il y a été, il a suivi son parcours, et c'est vrai que je pense qu'au-delà de en fait, ce qu'il voulait pas, c'est qu'on ne voit que son physique. Il avait envie qu'on entende ses performances vocales, pour lesquelles il se donnait beaucoup, beaucoup de mal, et puis... C'est vrai qu'il avait ce truc naturel, c'est ce qu'on appelle le charisme, l'aura. Et ça a marché. Inné. Ça, on a beau le travailler, on l'a ou on l'a pas. Il l'avait. Alors, il y a eu ensuite une autre date importante, pour d'autres raisons. C'est le 23 novembre 1971. À tout de suite sur Sud Radio avec Iona Brandt pour parler de Mike Brandt. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Iona Brandt pour évoquer Mike Brandt, votre oncle, qui nous a quittés voici 50 ans demain. Et après un parcours incroyable, et il est toujours aujourd'hui dans le cœur de nombreux fans, on a évoqué ses débuts à Paris. Alors, il y a le 23 novembre 1971, c'est son premier Olympia en première partie. Je crois que c'est Dalida et Orlando qui lui ont demandé d'assurer cette première partie. Exactement. Mike et Dalida ont beaucoup de points communs sur leur sensibilité, leur réceptivité. Attention, je ne dis pas fragilité, je parle de sensibilité. Ils viennent tous les deux d'un pays du soleil, et ils se reconnaissent, voilà, dans l'âme. Donc, Dalida et Orlando, effectivement, l'invitent, chacun pour des raisons différentes. Et Mike ne peut pas refuser une telle demande. Déjà, par amitié pour Dalida, et deuxièmement, c'est une très belle opportunité. Voilà. Il se trouve que c'est un Olympia assez particulier, car Dalida a changé de style. Bruno Coquatrix a refusé de la produire en disant avec le temps ça ne marchera jamais. Il y a des grandes affiches sur les Champs-Élysées et elle a triomphé avec ce nouveau style. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas prévenu Jean Renard, je crois. Oui, parce que Jean s'opposait à cet Olympia dans la mesure où il pensait que Mike n'était pas prêt pour affronter ce genre de public-là. Effectivement, il aurait peut-être fait la même salle en Amérique, je pense qu'il aurait cartonné. Mais là, pour le public et une certaine presse de l'époque, Jean se dit « Ah non, Mike n'est pas encore prêt ». Ce qui n'était pas faux d'ailleurs. Ce qui n'était pas faux pour ce public-là, voilà. Et cette salle-là. Bien sûr. Et cette mentalité-là. Voilà, c'est-à-dire que Mike Brandt, il fallait attendre un an et il aurait fait en vedette, oui. Il aurait fait l'Olympia en star, c'est évident. C'est ce qu'il pensait. Donc je crois que Jean Renard est furieux et va porter chez l'éditeur un paquet de bandes dans un carton. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, à partir de là, c'est la rupture. Jean lui dit « Tu n'as plus de producteur ». Mike, voilà, c'est la rupture. Mais c'est très émouvant, comme Jean parle aujourd'hui de cette histoire-là, parce qu'ils se sont retrouvés peu de temps après le 25 avril, la mort de Mike. J'aime pas dire ce mot-là, mais... et je pense que Jean a compris que c'était peut-être un petit coup d'ego de trop, qui a engendré beaucoup de choses après.
Mike, pareil, il est jeune, il a envie de prendre son envol, il a envie de composer aussi. Mike, il a envie de faire d'autres choses. Il renie pas du tout le talent de Jean et son premier, comme une sorte de papa, hein, à tout niveau, artistique, voilà, il lui apprend plein de choses en France. Ça, Mike, lui, en est très, très reconnaissant, mais je crois qu'il a envie simplement de devenir adulte et de faire ce qu'il a au fond de lui et ce qu'il a toujours voulu faire. D'autant Donc, plus. à mon avis, pardonnez-moi, oui. cette rupture, finalement, elle était inévitable, que ce soit par l'Olympia ou autre chose. Exactement. D'autant plus que quelques temps plus tôt, il s'était présenté à San Remo au festival avec une chanson qu'il avait découverte. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi, ma seule raison de vivre, essayez de me le dire, qui saura, oui, qui saura. Cette chanson, d'ailleurs, au départ, c'est Jimmy Fontana, un compositeur italien, qui l'a créée. Et c'est un musicien portoricain qui l'a interprété. Et ça a été aussi un immense succès. Oui, Mike avait craqué sur cette chanson. Michel Jourdan en a adapté les paroles. Et Jean ne voulait pas sortir cette chanson. Il voulait la garder dans les tiroirs pour X raisons. Et notamment, peut-être que il s'est dit, effectivement, c'est un titre fort. Donc, en cas de baisse de vente de l'artiste, on ressortira ce titre. Bon, peu importe. Et Mike, il l'avait dans le cœur, cette chanson-là. Donc, c'est le titre qu'il a réussi à sortir dès la rupture, enfin peu de temps après la rupture. Oui, parce qu'il a fallu ensuite, et c'était le problème pour Mike Brandt, constituer une nouvelle équipe. Et vous parlez de Michel Jourdan, je crois qu'il a été essentiel, parce que Michel Jourdan, c'est un parolier qui a écrit pour Fugain, prends ta guitare, qui a écrit Les Vendanges de l'amour pour Marie Laforêt, qui a écrit Les Dilets pour Pierre Grocola, et Pauvre Diable pour Julio Iglesias. Oui. C'est pas n'importe qui. Oui, et une chanson que j'aime beaucoup personnellement, c'est si seulement je pouvais lui manquer, de Calogero. Exactement. Une très très belle chanson. Et c'est vrai que la rencontre est importante entre les deux. La rencontre, elle passe. Ils ont tous les deux une maman qu'ils appellent Mamina. Et surtout Michel Jourdan comprend les compositions de Mike, en apporte des paroles adaptées. Et le mariage, voilà, ça se marie super bien. Voilà, ça match entre les deux. Et à partir de là, Mike commence à oser composer ses chansons. Et c'est le début d'une grande histoire et d'une deuxième aventure qui va vraiment marcher. À partir de là, Mike aura composé pratiquement la plupart de ses titres. Ouais, il faut savoir aussi que la méthode de travail est très particulière. Mike a une idée à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et il appelle Michel Jourdan. Oui. Et à l'époque, il n'y a pas de portable. Il n'y a pas de portable et puis Mike voyage beaucoup. Hein. Parfois, il est à l'autre bout du monde et pour un reportage, un concert, peu importe. Et il prend pas la mesure du décalage horaire. Et puis, bon, c'est vrai qu'il est dans sa création, il est dans son truc. Et Michel lui répond oui. Écoute, j'ai une idée. Il prend sa guitare. Michel, d'un coup, il entend un A, un O. Il pose les mots dessus. Ils étaient jeunes, ils étaient talentueux, ils étaient fous et tout était possible. Oui, et j'imagine les notes de téléphone qui devaient être assez fortes à cette époque-là. J'imagine. Alors, il se trouve qu'il devient Monsieur Hit Parade parce que Mike Brandt a des succès en permanence. Et le premier succès, je crois, de Michel Jourdan et de Mike Brandt, c'est cette chanson. Rien qu'une larme dans tes yeux, c'est toujours ta seule réponse. Quand je te dis qu'il vaudrait mieux. Et là, Mike Brandt va partir au Canada, en Allemagne, en Afrique, au Japon, partout. Ah oui. Mais comment ça se fait? On l'a repéré? Il part même au Canada, il part beaucoup au Canada, il aime beaucoup, il revient même en Israël. Dites-moi, pardon. Les pays sont venus directement. Alors, déjà à l'époque, ça avait commencé avec Jean Renard, c'est-à-dire que quand il y avait un tube, on le chantait en plusieurs langues, on le traduisait en plusieurs langues. Et puis, c'est vrai que là, il y a une portée, déjà avec Luxembourg, hein, avec
la deuxième récompense qu'il a reçue. Mais c'est vrai que là, les magazines l'appellent pour des reportages en Thaïlande, au Japon. Il commence à partir partout. Il y a le festival de Rio aussi. Il part aux Bahamas. Bon, il n'arrête pas, effectivement. Oui, et il y a aussi ces concerts en France. Moi, je me souviens des images des palais d'hiver à Lyon, où c'est une émeute. Ça, c'est un gros concert, oui. Oui, mais j'ai vu un jour regarder Mike Brandt. C'était bon, Claude François, c'était quelque chose. Mike Brandt, c'était multiplié par 10. Ah oui, je ne sais pas si c'était multiplié par 10, mais en tout cas, à un moment donné, oui, c'est vraiment... il peut plus sortir de chez lui, hein, et ça prend une ampleur énorme. Et il y a aussi la salle Valier, je crois, à Marseille, ça a été important. Oui, pour son anniversaire, il a enchaîné 2 jours. Donc, il a été à Lyon, au palais, il a fait le Palais d'hiver et la salle Valier de Marseille. Donc, Lyon et Marseille en 2 jours. Et les filles sont hystériques? Oui, je crois elles sont plus que charmées, oui. D'accord. Mais je crois que la police intervient en permanence. Est-ce qu'on vous a raconté comment ça se passait? Oui, parfois, en sortant de scène, il est obligé de s'esquiver rapidement. Le camion s'est retrouvé renversé plusieurs fois. Je dis camionnette parce qu'il devait être accompagné parfois de gendarmes. Oui. Et le camion se retrouve renversé plusieurs fois. Oui, c'était... Mais c'était l'époque aussi, c'était... Je crois il faisait partie de ces grandes stars de l'époque en France, oui. Voilà. Et je crois qu'un jour, une admiratrice l'a mordu. Allez. Alors, mordu, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a effectivement une grande fan qui est montée sur scène avec une paire de ciseaux pour partir avec un souvenir, une mèche de cheveux. Oui. Donc, oui. Mais c'est terrible. À l'époque, il n'y avait pas les services de sécurité qu'il y a aujourd'hui. Oui, c'était pas aussi pointu qu'aujourd'hui. Et puis, c'était je sais pas, je pense que cette folie-là existe encore aujourd'hui avec certaines grandes stars internationales. En France, je ne sais pas si on a encore des artistes, je ne dénigre pas, hein, je ne sais pas si on a encore des artistes qui offrent vous savez, qui font monter les poils comme ça, à ce point-là, d'hurler dans la salle, quoi. Alors, il se trouve qu'il a déménagé sans arrêt pendant ces quelques années. Moi, je me souviens, j'ai un carnet encore où j'ai une dizaine de numéros de Mike Brandt. Il changeait son numéro en permanence. Les fans le trouvaient en 10 jours. En tout cas, d'appartement. Il a dû changer sans doute de numéro de téléphone. Ah oui, tout le temps. Vous avez plusieurs cartes? Ah oui, oui, j'en ai une, mais formidable. Oui, il était obligé. Bon, il était beaucoup et c'est pour ça qu'il allait beaucoup dormir chez les amis ou chez l'entourage professionnel, parce que c'est vrai qu'il pouvait plus monter dans la cage d'escalier. Hein. C'était noir, hein, de monde. Il pouvait plus accéder à chez lui. Et en même temps, je crois que les volets étaient fermés en permanence. Oui, ça c'était pour les photographes de presse, pour ne pas être photographié dans son intimité. Alors finalement, au début, ça l'amuse, mais après, ça va le rendre particulièrement nerveux, Mike Brandt. Alors ça le rend nerveux parce que c'est finalement pas quelqu'un de show business, ni de lui. Il veut faire ce métier. Encore une fois, il a envie de faire son métier parce qu'il aime ce métier-là. Mais tout ce qui est flonflon autour, tout ce qui est too much, tout ce qui est trop, c'est pas pour lui. En fait, finalement, Mike, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un d'authentique. Il aime ce qu'il fait, mais dans la simplicité. Et là, ça devient trop fort pour lui. Moi, je me souviens un jour, il m'a dit, mon rêve aurait été d'être Liza Minnelli en homme. Ah, c'est joli. D'ailleurs, Liza, qu'il a rencontrée, et oui, qui est une très grande artiste. Je crois qu'il avait beaucoup de respect pour elle. Hein. Ils ont dû se rencontrer, je crois, que je dise pas de bêtises, mais à Cannes, effectivement. Peut-être lors du Midem. C'est vrai qu'il aurait aimé être un crooner américain? Oui. Voilà. En smoking sur scène. Ah, c'était son rêve. À mon avis, il serait parti, à Broadway, à Vegas peut-être pas, mais enfin, en tout cas, il serait parti en Amérique. C'était son but. Il y a eu, une étoile qu'il a déviée sur la France et il en a appris plein de choses, mais il pensait continuer après là-bas. Et puis, il avait une autre passion et il était un maître en la matière, c'était le jeu d'échecs, Mike Brandt. Oui, et pardonnez-moi, je pense à quelque chose, et aussi vocalement, il a vraiment des capacités multiples. Bon, on a parlé des imitations, mais en fait, il a beaucoup de choses dans sa voix et je pense qu'effectivement il avait tout pour aller encore plus loin. Les jeux d'échecs. Oui. Ah oui, Mike il adore jouer aux échecs, il adore jouer aux boules, à la pétanque à Saint-Tropez dans le sud. En fait, Mike il a encore un côté finalement il aime déconner, il aime s'amuser, il aime... Un jour, il s'est déguisé en Père Noël pour aller fêter Noël auprès des enfants. Un jour, sur la route, il trouve qu'il y a
un spectacle de sosie. Oui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je veux le faire. Son producteur, il devient fou. Il dit, non mais tu rigoles ou quoi? On va pas retourner on va pas retourner dans les spectacles de bal quand même. Et il fait, mais si, justement, c'est ce que j'aime. J'aime être auprès des gens, j'aime être avec le public. Parce qu'il aimait ça, contrairement à ce qu'on croit. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une perruque, des lunettes de soleil. Et à votre avis, qui a-t-il imité? À votre avis? Mike Brandt. Exactement. Et personne ne l'a reconnu. Alors à la fin, il enlève quand même sa perruque, son truc. Et là, c'est l'hystérie. Il est obligé de filer en catimini. Remarquez, c'est arrivé à Cannes avec Robert De Niro dans un concours de sosie au Festival de Cannes. Il y avait que des sosies, sauf le vrai De Niro, et personne ne demandait le moindre autographe à De Niro. Ah non, Oui. c'est incroyable. Et puis il y avait aussi la cuisine française. Quand il aimait un plat, je crois qu'il disait c'est la fin du monde. Oui, oui, ça se dit comme ça en hébreu. Oui. C'est un mot qui dit c'est la fin du monde pour dire c'est génial. Voilà. Donc effectivement, quand il dit c'est la fin du monde à un Français, il va dire oh là là, mais il y a un problème ce garçon. Alors que non, il dit c'est génial. Voilà. Mais il était génial et on va l'évoquer justement avec la date de demain, le 25 avril 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Yona Brandt pour parler de Mike Brandt. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yona Brandt pour célébrer les 50 ans de la disparition de Mike Brandt le 25 avril 2025. Et c'est vrai que cet événement est important, d'abord parce que je crois que Mike Brandt est encore dans le cœur de beaucoup de gens, ce qui vous surprend presque, Yona Brandt. Oui, ça me surprend beaucoup. Je me souviens avoir commémoré les 30 ans, les 40 ans, et chaque fois on se disait, bon, c'est la dernière fois. Et non, là, on arrive à 50 ans, 50 de carrière également. Oui, ça me surprend beaucoup. Alors, bien sûr qu'il n'est pas écouté forcément par tout le monde, mais je crois qu'il a dépassé l'écoute, même s'il y a encore des gens qui adorent ses chansons, parce qu'il est rentré dans le cœur de la variété française, je pense, pour longtemps, comme ses confrères artistes peut-être de cette époque. Mais ça va au-delà. Je crois qu'il avait une telle authenticité, il avait ce truc dans la voix aussi. On vient souvent vers moi en me disant « Mais Mike, il me fait du bien. Pendant les moments difficiles de ma vie, il a été là. Il m'a aidé à guérir. Enfin, guérir, c'est un grand mot, mais il m'a soutenu avec sa voix, ses mélodies. » Je crois qu'il avait ce talent-là de transmettre un truc qui fait du bien aux gens. Il y a des clubs Mike Brandt qui se réunissent chaque année. Oui, il y a le fan club Mike Brandt, il y en a un en Israël. Enfin, je parle des officiels, parce qu'après, il y a des groupes, des sous-groupes, des sous-sous-groupes. Et chacun a le droit d'avoir son Mike, bien sûr. Mais il y en a un en Israël et il y en a un en France qui couvre toute l'Europe. Et ils connaissent tout Mike Brandt. Ils connaissent tous, et pire que ça, quand je dis pire dans le bon sens, ils recherchent le moindre truc qu'ils peuvent, voilà, une photo inédite, un document inédit, rare. Et ce qui est extraordinaire avec Mike, c'est que même pas 5 ans de carrière en France, et pourtant on trouve encore et toujours des choses le concernant, une photo, un enregistrement. C'est là qu'on voit qu'il a une vie de dingue. Et il a dit à ma grand-mère un jour, maman, ne t'inquiète pas pour moi, parce qu'elle était un petit peu inquiète pour sa carrière en France. Ne t'inquiète pas pour moi, si je meurs demain, j'aurais mieux vécu que cet homme. C'est une belle phrase. Alors, il se trouve aussi d'ailleurs que quand on voit ces fans, il y a les enfants et petits-enfants des fans de jadis qui sont là. Ah bah oui, écoutez, là on est... on peut dire qu'on a passé 5 générations. Et oui, cinquantenaire, donc c'est extraordinaire. Alors, on va pas se mentir, les adolescents n'écoutent pas forcément ça. Ou à travers Eminem et 50 Cent qui ont repris quand même un sample de Mets dans la lumière, donc c'est quand même extraordinaire. Crack in the Bottle. Je ne sais pas si vous avez entendu ce sample-là, c'est phénoménal, avec l'intro de Mets dans la lumière, qui est génial. Mais c'est vrai qu'on a, parfois, on a des tout jeunes. Là, j'ai entendu parler d'un jeune garçon qui chante dans les EHPAD ou des petits spectacles. Je le connais pas, mais je l'ai trouvé formidable. Et il a quoi, 16 ans, 17 ans? Pardonne-moi, jeune homme, je n'ai plus ton prénom, mais bravo à toi. C'est super émouvant, quoi, de voir que, vous savez, les bonnes chansons ou les vrais artistes, ils peuvent rester très très longtemps, de génération en génération. Alors, Yona Brandt, je crois que pour les 50 ans, il y a des manifestations prévues, et notamment à Paris, quelque chose d'important. Oui, on va se réunir le 24 avril. Nous aurons une soirée chez Warner Music France, une soirée privée pour les proches de l'artiste, pour se souvenir de lui, être ensemble et partager son souvenir. Et surtout, un grand événement qui nous tient à cœur, c'est le 25 avril, heure pour heure, jour pour jour, 50 ans après son grand départ.
nous aurons la joie d'avoir l'inauguration de la place Mike Brandt. Qui est où? Le 16e arrondissement offre à Mike Brandt une place en face de son premier appartement. Lorsque Mike est arrivé à Paris en 69, il a été chez Carlos et après, il a eu son premier appartement avenue Victor Hugo. Donc, la place Mike Brandt, elle doit être en face du 180-183, là où il a habité. Et on aura l'inauguration le 25 avril à 11h du matin. Alors, il se trouve aussi que il y a les rééditions sans arrêt des albums et des intégrales. Oui, écoutez, tant que les gens l'écoutent encore et demandent, on est heureux de partager et de ressortir ou rééditer des albums comme le Picture Disc ou le 33 tours qui sort chez Warner Music France avec une photo exceptionnelle. Mike est de toute beauté, si je peux me permettre. Et oui, tant que les gens seront là et auront envie, quelles que soient les générations, eh bien écoutez, on sera avec eux. Voilà. Alors il se trouve qu'on commence à reconstituer les pièces du puzzle depuis quelques décennies pour savoir quel était son état d'esprit, parce que finalement il avait dit un jour, un chanteur c'est comme un yo-yo, ça monte et ça descend. Et il avait peur de ça. Oui, parce qu'il était quand même assez conscient des choses. Hein. Je pense qu'il n'était pas si naïf que ça. Après il était... il est jeune, hein, avec cette ferveur. Des fois on fonce, on pense pas, on réfléchit pas trop. Mais quand même il capte, il est hypersensible, donc il capte les choses, il capte les gens. Des fois, il lui faut un petit temps pour le faire, mais quand il se trompe rarement. Mon père me dit souvent qu'il était très intuitif et que quand il rentrait dans une pièce, il savait tout de suite l'état d'esprit de la personne. Après, il a été pris dans un engrenage parce que c'est le métier, et spécialement les gens qui ont croisé sa route. Mais j'ai perdu mon fil. Moi, ce que je note, c'est cette dépression qu'il a commencé à avoir pour toutes sortes de raisons. Et sa mère lui a demandé de rentrer en Israël et il n'a pas voulu. Alors, c'est un peu compliqué pour moi d'entendre ce mot dépression parce que j'adhère pas forcément. Alors effectivement, il y a une image qui a été, une légende qui s'est construite après sa disparition, que j'entends très bien parce que, incompréhension, entourage trouble, plein de choses un peu qui prêtent à questionnement, je l'entends. Mais du coup, il y a une légende qui s'est formée et qui a perduré sur ça, qui a été aussi, par certains faits, qui a germé. Mais quand même, quand on discute avec les gens qui l'ont bien connu, la famille, les amis, le vrai entourage de Mike, et je parle aussi des gens en Israël, des gens en France, partout, en fait, dépressif, ça lui colle pas à la peau, contrairement à l'image qu'on veut lui donner. Mike, avant tout, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main, qui quitte son pays, qui quitte tout. Il quitte pas, mais je veux dire qu'il part un moment, parce que pour lui, dans sa tête, il n'a pas quitté son pays. Il a été chercher son destin. Il parle pas un mot de la langue dans les pays dans lesquels il va. Il va avec quelques sous dans la poche. Il sait ce qu'il veut et il y arrive. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas quand il est malade, qui va sur scène, qui encourage les autres à foncer, etc. C'est quelqu'un qui a de la pugnacité, qui est un grand déconneur, qui dit lui-même qu'il adore la vie, qu'il adore les femmes, qu'il adore manger. Il a tout ça en lui. Il a ce truc super fort en lui. Il a une famille qui a vécu des drames. Il sait que pour sa maman, pour ses parents, c'est lui qui va trouver la force de remonter toute cette fierté-là qui a été perdue pendant la guerre. C'est lui qui s'occupe de mon papa, son petit frère, quand ça ne va pas. Moi, personnellement, j'ai du mal avec ce mot dépression parce qu'on peut avoir un moment dépressif sans être un vrai dépressif. Exactement. Et il a des passages à vide, peut-être de temps en temps, parce que justement, il est dépassé par les événements. Oui, mais à qui n'en serait... On le serait tous. Je pense qu'on est tous passés par des périodes en étant fatigués, en ayant des déceptions, peu importe, de travail, chagrin d'amour. On a tous ces moments de down. Mike, il les a eus comme tout le monde. C'était sans doute décuplé parce que c'était une vie folle qu'il a, extraordinaire et folle en même, un tourbillon de dingue. Donc bien sûr qu'il a eu des moments de down et qu'il avait des moments des fêlures et des fragilités, mais de sensibilité.
Mais il avait beaucoup d'humour. Ouais, un jour, on l'interroge, est-ce que vous allez vous marier? Il répond non, parce que je ne peux pas épouser toutes mes fans. Il avait beaucoup d'humour, oui, beaucoup d'humour. Alors, il y a aussi ce qu'on dit à propos de ces choix de production qui n'ont pas été les bons. Qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus, Yona Brandt? Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu trois changements de production. Bon, la première, c'est pas de son fait, hein, puisque Jean a... Voilà, il y a eu cette première rupture avec Jean Renard. La deuxième... un producteur très compétent, mais qui avait beaucoup d'artistes et qui n'entourait peut-être pas. Mike, il avait besoin de se sentir en famille, de se sentir un peu d'être. Il avait besoin de ce côté chaleureux et familial. Hein, c'est ce qu'il recherche. Hein. D'ailleurs, il se retrouve souvent dans les familles, des amis, etc. Il va dormir chez les uns les autres pour jouer avec les enfants, jouer avec les chiens dans le jardin. Lui, il aime la nature, il aime tout ça. Et puis, je pense qu'il en a vraiment besoin. Et il vient de là. Il vient de cette source naturelle. Et là, la deuxième production, elle est très efficace, elle est très bien, ils vivent des super trucs, mais c'est pas assez, ça n'encadre pas assez Mike, voilà. C'est vraiment, là, on est dans le cœur du métier, etc. Et puis après, il fait la rencontre, de quelqu'un qui parle la même langue que lui, auprès de qui il peut s'exprimer, ils peuvent évoquer beaucoup de choses en commun, dont leur passé respectif familial, les tragédies du passé qu'ils ont en commun, etc. Donc là, il pense avoir trouvé quelqu'un avec qui, en qui il peut avoir confiance. Faut dire aussi qu'il est entouré de personnes qui profitent vraiment de lui. À un moment donné, il ne sait plus trop vers qui se tourner et il pense avoir trouvé la personne de confiance. Voilà, et effectivement, c'est peut-être pas la personne de confiance. Et puis, il y a ce 22 novembre 1974, à Genève, où donc il fait une tentative de suicide, ce que personne n'imaginait, et il s'en sort par miracle. Oui, c'est accident. Oui, c'est un accident. C'est un accident. Pour moi. Pour vous, c'est un accident. C'est un accident. Voilà. Mais après, il le dit d'ailleurs. Oui. Hein, il le dit. C'était un moment fou. J'avais trop. Voilà. Vous savez, on peut vouloir. Ces mots ne viennent pas de moi. Je vais me permettre de lui prendre parce que ça m'a beaucoup. Le jour où il m'a dit cette phrase, cet ami cher, ça m'a vraiment remis beaucoup de choses en place. Et il m'a dit comme ça. On peut vouloir mettre fin à une situation sans vouloir mettre fin à sa vie. D'où le mot accident. Et après, chacun pensera ce qu'il veut. Et moi, je me souviens l'avoir interviewé après, il disait, mais non, je recommencerai jamais. Enfin, il était convaincu que ça allait repartir. Et d'ailleurs, il se préparait sa rentrée à l'Olympia avec une nouvelle chanson. Et puis Yona Brandt, il y a ce 25 avril 75, où encore il recommence, et là ça ne rate pas. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a tellement d'hypothèses qui circulent. Alors, je ne pense pas que ça fasse partie de ma mission de mémoire d'affirmer une théorie ou de donner, 50 ans après, même tout au long de ces années, de donner, tant que je n'en ai pas la preuve concrète, une raison. Cependant, il y a pour moi des théories complètement absurdes. Quand vraiment on se penche sur tous les éléments, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de témoignages, d'avoir beaucoup de documents. Au fur et à mesure des années de ma vie, des analyses se sont faites, etc., etc. Donc je sais qu'il y a des théories qui sont complètement, vraiment qu'on peut mettre à la poubelle. Ça c'est sûr. Et qu'il reste finalement deux choses. Voilà. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce qu'il a été tué d'une manière ou d'une autre? Voilà. Chacun se fera son opinion. Je ne donnerai pas mon avis, mais par contre, juste qu'on réfléchisse un petit peu au parcours de Mike et qu'on se dise, voilà. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il soit bien là où il est. Et j'aimerais qu'il sache comme il est aimé encore aujourd'hui. Et que finalement, il a réussi bien plus que ce qu'il espérait. Et une chanson résume ce parcours. Je
suis convaincu que dans 50 ans, on parlera encore de Mike Brandt. Waouh. Non, parce que c'est évident. Il n'y a pas deux artistes comme ça. Alors, écoutez, déjà, aujourd'hui, pour nous, pour notre famille, c'est exceptionnel. Même si on est heureux pour lui parce qu'il le mérite. Il le mérite artistiquement, il le mérite humainement. Donc d'abord, voilà, j'espère qu'il voit à quel point ça a dépassé les frontières, les générations. Mais alors là, si vous me dites que dans 50 ans, on pensera encore à lui, ce serait un très beau cadeau pour lui. Vous restez la gardienne du temple pour l'instant. Tant qu'on me le demandera, tant que je le ressentirai, tant qu'il me le demandera, à sa manière, oui. Eh ben, écoutez, Avec grand plaisir. Eh ben, en tout cas, on a le plaisir d'avoir vraiment raconté Mike Brandt tel qu'il le méritait, tel que vous l'avez pas connu, mais tel que je l'ai connu. Et je suis convaincu, Merci. effectivement, que ces chansons feront encore vibrer bien des cœurs et pendant plusieurs décennies. Merci à l'avance. Merci à vous, Jacques. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.